Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour parler d'un point particulier de l'étude des courbes paramétrées, c'est-à-dire ici la réduction du domaine d'étude. Donc cette réduction du domaine d'étude, elle est fondamentale parce qu'elle vous permet finalement d'être le plus efficace dans votre étude justement de courbes et dans un certain nombre de cas, vous êtes même en capacité de passer d'un domaine d'étude non borné à un domaine réduit borné. Alors, quelle est l'idée dans la réduction du domaine d'étude? L'idée, c'est de trouver ici alors, une transformation en temps, autrement dit une transformation phi, d'accord, qui à t associe phi de t, permettant ici de relier à la fois, et on va voir dans quelle proportion, x de t, y de t, et x phi de t, y phi de t. Alors, pour l'instant c'est un petit peu obscur, on se demande quel est ce phi de t, et finalement comment est-ce que cette courbe paramétrée en t peut être reliée en phi de t. On va y venir assez rapidement. Alors, si elle existe, ce qu'il est important de comprendre, alors on peut réduire tout simplement le domaine initial qui était un intervalle complet à un domaine réduit qu'on peut appeler I1, et ce domaine doit être tout simplement tel que on est I1 union phi de I1 qui soit égal à I. D'accord? Alors, si vous n'aimez, on pourrait utiliser étoile, mais c'est un peu connoté. Donc ici, typiquement, on peut l'appeler J éventuellement. Allez, parce qu'on n'aura pas de I2 directement. Donc gardons I1. Gardons I1 et appelons ceci éventuellement I2. Voilà. Donc l'idée, encore une fois, c'est vous trouvez une transformation du temps qui relie de manière simple x de t, y de t avec x phi de t, y de phi de t. Et dans ces cas-là, vous l'étudiez sur I1, qui est bien évidemment plus réduit. Et ici, finalement, vous allez déduire ce qu'il se passe sur phi de I1 par une transformation géométrique. Donc on déduit la courbe sur I2 par transformation géométrique. Alors vous voyez, c'est là où il commence à y avoir deux choses très différentes. Donc par transformation géométrique de la courbe sur I1. Alors à noter ici que je vous parle d'une seule transformation en temps, bien évidemment, on peut composer les transformations. Donc deux choses à noter. Ici, vous avez une transformation, donc une transformation de type temporel. Quand ici, vous avez une transformation géométrique, autrement dit spatiale. Et entre les deux, vous avez justement cette déduction. D'accord? Alors, quels sont les types de transformations temporelles et ensuite vers quel type de transformation géométrique cela nous amène? Alors, déjà, la transformation temporelle. Bah, classiquement, typiquement, on va aller chercher. Pourquoi chercher? Parce qu'encore une fois, c'est à vous, quand vous faites l'étude de votre fonction,
de chercher quelle est la transformation géométrique qui convient. Donc, on cherchera phi de t égale t plus grand T, d'accord? Avec ici T1 réel. Alors, on le verra, ça peut être par exemple des périodicités ou des pseudo-périodicités. On peut chercher également phi de t égale moins t. Donc, jouer sur la parité ou le caractère impair à la fois de x et de y. Mais il y en a d'autres. On peut penser à phi de t est égal à 1 sur t, etc. Je mets etc. Pourquoi? Parce que bien évidemment, il y en a une infinité possible de transformations en temps. On pourrait très bien imaginer phi de t égale exponentielle de t, ou tout un tas de choses qui permettent finalement de changer, de faire un morphisme ici. Alors, qu'est-ce que l'on va faire avec ceci? L'idée, c'est bien évidemment, ces transformations, elles ne sont valides que si elles nous permettent de transformer ici ce x de t, y de t en un x phi de t, y de phi de t. Alors, on rappelle certaines choses. Rappelons ici qu'on appelle généralement f de t directement le couple x de t, y de t, et qu'on écrit parfois m de t. Alors, attention. Ce égal, ici, c'est un amalgame. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, ceci, si vous allez par là, c'est un élément de R carré. Et ceci, tout simplement, c'est un point du plan. Donc si on va par là, ici entre les deux, on devrait mettre plutôt en fait, on peut le mettre ici en violet, on devrait mettre plutôt ce type de signe. Autrement dit, on identifie ici un point du plan à un élément de R carré. C'est quelque chose de classique. D'accord? Ça, c'est le premier appel. Alors, pourquoi c'est important ici? Parce que, bien évidemment, ceci, c'est ce qu'on cherche à étudier. On cherche à étudier la courbe de f pour t qui évolue donc sur un domaine I. Et donc, chercher à étudier la courbe de f, c'est arriver à déterminer l'ensemble des points M quand t parcourt I tout entier. Alors, on a parlé des transformations en temps. Maintenant, qu'est-ce que l'on peut rencontrer typiquement comme type de lien utile? Alors déjà, première remarque, si vous n'êtes capable de relier que x de phi de t à x ou y de t, et que y, lui, ne peut pas être transformé et se ramener à quelque chose, ce n'est pas une bonne transformation. Hop. Alors, la première transformation la plus simple, c'est tout simplement celle pour laquelle, lorsque vous appliquez la transformation en temps, vous revenez finalement sur x de t et y de t. Alors, si vous y réfléchissez, ça veut tout simplement ici dire que m de phi de t, c'est égal à m de t. D'accord? Alors, notez bien ici, encore une fois, si on veut noter quelque part le registre auquel appartient ce qu'on est en train de dire, ici, ceci, c'est donc une transformation temporelle. Et ici, c'est une transformation géométrique. D'accord? Et quelle est cette transformation géométrique? Ici, tout simplement, c'est ce qu'on appelle un recouvrement. Le point ne change pas. Autrement dit, comment va-t-on déduire la courbe? La courbe, on ne va pas besoin de rajouter quoi que ce soit à cette courbe puisqu'on recouvre. C'est-à-dire qu'au temps phi de t, par rapport au temps t, le point M est au même endroit. D'accord? Et ainsi, on va reparcourir la courbe. Donc, voilà typiquement
un des résultats possibles. Alors bien évidemment, ce n'est pas le seul. Donc je vais me permettre ici de récupérer ceci. Et vous devez être en mesure, non pas de retenir par cœur les différentes transformations, mais d'être en capacité, en tout cas assez facilement, de déduire par rapport à une transformation temporelle, qui est la transformation géométrique associée. Hop. Alors, ici, typiquement, vous voyez, imaginons que maintenant, je prenne x de phi de t qui devient moins x de t. Et là, on va faire un petit schéma. D'accord? Donc je vous conseille toujours hein, en géométrie, on a beau être ici en géométrie 2, autrement dit, on sait déjà un certain nombre de choses, il n'est jamais inutile ici de faire un schéma. Au contraire. Donc moi je vous déconseille d'essayer de retenir à tout prix ces transformations, par contre je vous demande d'être capable de les retrouver. Donc on va mettre ici un point un petit peu asymétrique, donc on a m de t. Bon. Avec ici bien évidemment x de t et ici y de t. Alors, je ne vais juste pas le mettre exactement à cet endroit-là. On va le mettre simplement un peu plus haut. Voici. Donc je vais me permettre de le dupliquer parce qu'on va s'en servir encore un petit peu plus loin. Voilà. Alors la question qui se pose, c'est avec cette transformation-là, finalement, qu'est-ce que devient ce point m de t? Alors on dit que le point m de phi de t a pour abscisse ici moins ici x de t, d'accord? Et a pour ordonnée la même ordonnée. Autrement dit, ici, si vous regardez bien le point qui va apparaître, je vais le faire mettre en vert, ce point ici, c'est celui-ci. D'accord? Il possède la même ordonnée, mais une abscisse opposée. Moralité, quelle est la transformation qui va me permettre, à partir des points m de t pour t appartenant à I1, donc d'obtenir les points m de phi de t? Ben, c'est une symétrie. Et cette symétrie, c'est une symétrie d'axe, ici, bien évidemment, OY. Donc ça, normalement, ça doit être clair pour tout le monde. Alors, si maintenant je prends ceci, et donc que désormais j'ai cette transformation-là. Quelle est la transformation associée? Ben, je fais la même chose. Donc ici je dis, alors attention, imaginons ici donc que x reste le même et que y devienne moins y. Je regarde, donc cela veut dire que x reste identique, mais par contre ici j'ai moins y de t comme abscisse de m de phi de t. Moralité ici, je vais avoir m de phi de t. Quelle est la transformation qui me permet de passer de m de t à m de phi de t? Alors au pire, hein, pour ceux qui ne sont pas convaincus, encore une fois, vous pouvez ici imaginer ce que ça représente. Vous pouvez même mettre un angle droit. Idem là. On pourrait mettre les longueurs égales. Enfin bref, tout est clair. Ici, bien évidemment, nous avons affaire à une symétrie d'axe, ce coup-ci, OX. Donc dans le doute, ne retenez pas nécessairement par cœur, faites encore une fois un petit schéma. Vous êtes sûr ici de ne pas vous tromper. Alors voici pour deux des transformations possibles. On va remonter un petit peu tout ça. Voilà. Mais bien évidemment, ce ne sont pas les seuls. Alors, il est difficile d'être totalement exhaustif. Toutefois, encore une fois, vous pouvez être amené à rencontrer encore quelques-unes applications courantes. Alors vous remarquerez ici que ça marche avec n'importe quelle phi de t. C'est là où il faut comprendre qu'il faut décorréler la transformation en temps, qui peut être plus ou moins simple, hein, qui peut être de l'ordre ici
tout simplement d'une pseudo-périodicité temporelle, hein, sous-entendu, c'est-à-dire qu'on regarde ce qui se passe à un temps supplémentaire, à une réelle transformation du temps. Donc, ici, j'avais x de t, y de t. Maintenant, imaginons que je mette ici y de t et ici x de t. Que va-t-il se passer? On peut reprendre ici, on va reprendre ce schéma. Donc je reprends ce schéma ici, et je vais descendre ceci. Alors, que va-t-il se passer? Donc là, c'est pas une histoire ici d'opposé, d'accord? Nous avons ici un point a priori m de x de t. Alors pour le coup, je vais me permettre de changer un petit peu légèrement la phénoménologie, histoire d'y voir un petit peu plus clair. Donc je vais prendre ici cette abscisse x de t, vous allez voir pourquoi, et ici cette ordonnée y de t. Voilà, et voilà. Donc vous avez votre point M. Question fondamentale, comment finalement passer de ce point M de t à ce point M de phi de t? Ce point est tel que la nouvelle abscisse correspond à l'ordonnée. D'accord? Ici vous avez y de t. Et l'ancienne abscisse correspond ici. Il me faut un petit peu plus de place. L'ancienne abscisse va correspondre ici. On va le mettre là à peu près. Donc à x de t. Donc le nouveau point, c'est le point finalement pour lequel vous avez interverti l'abscisse et l'ordonnée. Alors cette interversion, elle correspond également à une transformation géométrique qui est simple. Et cette transformation géométrique fait apparaître ici ce qu'on appelle la première bisectrice. Donc cette première bisectrice, c'est la droite y égale x. Donc typiquement, ici, vous êtes dans un cas où vous avez une symétrie d'axe y égale x, qui est donc la première bisectrice. Alors, je pourrais encore vous en présenter d'autres, un petit peu plus particulières. Je vais juste me permettre de reprendre une dernière, ici, transformation, qui est une transformation courante également. Donc si vous prenez ici la transformation qui finalement vous fait passer de x de t, y de t à moins x de t, moins y de t. Dans les cas précédents, il n'y avait qu'une seule des deux données qui changeait. Donc par exemple, si on prenait celle-ci, voilà. Désormais, si on décide finalement de prendre ici donc ce moins y de t et ici ce moins x de t, on va déplacer ça, voilà, hop, comme ça. Bien évidemment, on n'est plus dans ce cas-là. Où va se trouver notre nouveau point m de phi de t? Ce nouveau point m de phi de t va se trouver donc ici. Alors, quelle est la transformation correspondante? C'est tout simplement la transformation qui est ici une symétrie centrale. D'accord? Une symétrie centrale de centre O. Donc voilà pour typiquement les transformations géométriques associées aux relations entre x phi de t, y phi de t et x de t, y de t. Alors, on peut prendre un petit exemple. Alors, prenons typiquement une courbe ici. Nous allons prendre... Alors, notez qu'encore une fois, pour ceux qui n'arrivent pas à voir certaines transformations,
lors de leur étude, ce n'est pas dramatique. D'accord? Ce n'est pas dramatique la plupart du temps, en tout cas. Alors on va voir ici déjà un cas concret où il est nécessaire que vous ayez au moins une partie des transformations qui va bien. Donc ici, votre domaine d'étude, I, initial, c'est R tout entier. D'accord? Je rappelle ici que ce domaine d'étude, c'est le domaine de définition de la fonction x inter le domaine de définition de la fonction y. Question, comment réduire ici ce domaine? Pour réduire ce domaine, il faut se poser la question de savoir est-ce que certaines transformations en temps peuvent finalement nous simplifier la vie. Alors, ici, il y a bien évidemment une périodicité. Nous avons sinus de 2t qui est périodique de période pi, cos de 3t qui est périodique, mais attention, non pas de période ici pi. Alors, une période qui fonctionne bien pour les deux, c'est tout simplement 2pi. Je pourrais très bien dire x et y sont 2pi périodiques. Donc ici, ça va m'amener tout simplement au fait que m de t plus 2pi est bien égal à m de t. Alors ça, encore une fois, je vous rappelle, ça nous amène à deux choses. Ça nous amène à premièrement une réduction du domaine d'étude. Qu'on peut réduire l'étude de I à ici tout simplement, à partir du moment où elle est 2pi périodique, cela veut dire que dès lors que je connais ici ce qui se passe sur un intervalle de largeur 2pi, je connais ce qui se passe sur un intervalle de largeur 2pi plus 2pi, etc. moins 2pi. Donc finalement, on peut réduire ici l'étude de I à moins pi, pi. D'accord? Ça, c'est une première possibilité. Alors, moins pi à pi, on peut faire beaucoup mieux. Alors, pourquoi est-ce qu'on peut faire beaucoup mieux? Parce qu'il y a d'autres transformations possibles. Donc là, ici, je vous rappelle, c'est comme si vous aviez pris ici, donc phi de t, qui est égal à t plus 2pi. On pourrait appeler phi 1 de t si on veut. Mais il y a d'autres transformations possibles qui vont encore nous simplifier la vie. Alors, remarquez ici que cette transformation en temps, qui nous amène donc ici ce phénomène, qui nous amène, alors c'est écrit juste plus haut, donc je ne l'ai pas reprécisé, mais qui nous amène ici une déduction par recouvrement, autrement dit aucune courbe à rajouter, est quand même fondamentale parce qu'on passe d'un domaine ici non borné qui était R à un domaine borné. Bien évidemment, pour notre tableau de variation, ça nous simplifie extrêmement la vie. Alors, une autre ici transformation classique dont j'ai parlé, c'est par exemple ici phi de t égale moins t. Le cosinus étant pair, ici même avec le 3t ça ne change rien, et ici nous avons moins y de t. Ça, cela nous permet deux choses. Ça nous permet ici de réduire de nouveau le domaine précédent. Donc on va réduire le domaine précédent de moins pi à pi à un domaine finalement qui nous permet de déduire les choses. Alors ce qui nous permet de déduire les choses, c'est de le centrer, il était centré initialement au 0. Par exemple, étudions-le sur 0pi. Et à partir de ce qui se passe sur 0pi, donc je peux le mettre entre parenthèses, car ici, phi2 de 0pi, bah, c'est le complémentaire, c'est-à-dire moins pi 0. D'accord? Je vous renvoie à ce qu'on s'est dit plus haut. D'accord? Ici, vous avez bien évidemment phi2 de t qui est égal à moins t. Quelle est la transformation correspondante? La transformation, on l'a indiqué plus haut, c'est la transformation qui conserve x, mais qui change le signe de y. Elle est encore ici, vous voyez. C'est une symétrie d'axe x.
Est-ce qu'on peut faire mieux? Oui, on peut encore faire mieux. Alors encore une fois, la plus importante, c'est la première, celle qui permet de borner le domaine. Les autres vont vous permettre de gagner du temps parce que vous n'aurez pas de doublons d'études, ou en tout cas de doublons reliés. Il y a encore une autre possibilité, c'est de regarder ce qui se passe. Alors, on aurait pu regarder ce qui se passe avec phi qui est égal à t plus pi. Ça nous aurait permis dès le début de se ramener à 0 pi. Ce n'est pas très grave. Ici, vous voyez, par exemple, j'aurais très bien pu combiner les deux. Ici, je peux me rendre compte. Alors, pourquoi est-ce que je tente ces opérations? Parce que je vous rappelle que je connais quand même un certain nombre de choses sur les fonctions trigonométriques. Quand je dis je, vous êtes censé connaître un certain nombre de choses. Et vous savez que les fonctions trigonométriques ont une période, mais elles ont aussi un certain nombre de caractéristiques. C'est-à-dire que si on rajoute la moitié d'une période, on change de signe. D'accord? Donc par exemple, si on fait x de pi moins t, on se retrouve avec cos de 3pi moins 3t. Mais cos de 3pi moins 3t, c'est aussi cos de pi moins 3t. C'est donc moins cos de moins 3t. C'est donc égal à moins cos de 3t. Autrement dit, c'est moins x de t. D'accord? Pour le sinus, ça fait donc sinus de 2pi moins 2t. Mais lorsqu'on rajoute 2pi au sinus de base, ça ne change rien. Donc ça fait sinus de moins 2t. Ce qui est donc égal ici à moins sinus de 2t. Moralité ici, quel est le type de transformation à laquelle on a droit? Une transformation phi 3 ici de t qui nous fait passer de xy à moins x moins y. Autrement dit, il y a deux choses. Première chose, c'est qu'on sait qu'on peut réduire le domaine d'étude. Ici, tout simplement à 0 pi sur 2. Encore une fois, parce que si vous faites phi 3 de 0 pi sur 2, ben cela vous donne le complémentaire par rapport à 0 pi. Donc, il faut bien comprendre comment ça fonctionne. Ça, c'est la première chose, c'est donc la réduction du domaine d'étude. Et on n'oublie pas de se poser la question de savoir comment déduire ensuite la courbe. La courbe va être déduite tout simplement par une symétrie centrale par rapport à O. Et voilà. Moralité, ici le domaine initial, si on revient un petit peu en haut, on avait un domaine initial qui était I égale R. Notre domaine d'étude réduit devient ici 0 pi sur 2. Une fois que nous aurons fait l'étude sur 0 pi sur 2, nous tracerons la courbe pour t appartenant à 0 pi sur 2 et il suffira ensuite de déduire la courbe. Alors attention, l'ordre des opérations ici importe potentiellement. Alors ici, on a en l'occurrence des opérations qui peuvent être commutatives les unes avec les autres, mais en étant tout à fait logique. Ensuite, une fois que j'aurai ma courbe entre 0 et pi sur 2, je déduis la courbe entre pi sur 2 et pi par une symétrie centrale. Puis, maintenant j'ai la courbe entre 0 et pi, je déduis celle entre moins pi et pi, donc entre moins pi et 0, par une symétrie d'axe x. Et ensuite, par un recouvrement, ce qui ne changera ici pas la courbe. Donc ce bout de courbe entre 0 pi sur 2, j'aurai deux transformations qui me permettront ici d'obtenir ce que je souhaite. Voilà, j'espère que ça éclaircit un petit peu ce type de méthode pour l'étude des courbes paramétrées. Donc cette étape-là notamment, c'est une étape fondamentale, c'est celle qui vous permet de vous assurer de la simplicité de votre étude et d'éviter effectivement de faire un certain nombre de calculs, que ce soit de tangentes, de comportements asymptotiques, de branches infinies, etc., qui seraient finalement superflus. Voilà, on se retrouvera donc la prochaine fois pour d'autres notions. À bientôt.